Vous me confirmez quand on a du monde. Et c'est toi, Aurélie, qui me donnera le top départ. Bien, on vous avait promis de démarrer à 18h30. Eh bien, on a 1 minute dans la vue, mais qu'on va assumer. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus depuis les locaux du Club de la Presse et de la Communication de Normandie. Après la 32e semaine de la presse et des médias dans l'école, qui se tenait il y a à peine plus d'1 mois, et auquel, bien évidemment, votre club s'était associé. Avant le 30e anniversaire de la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, ce sera en fait officiellement dans 2 ans. C'est tenu cependant déjà hier, cette fameuse journée mondiale, je vous le rappelle, organisée par l'Assemblée générale des Nations unies afin de sensibiliser chacune et chacun à l'importance de la liberté de la presse et de rappeler aux gouvernants leur obligation de respecter et de faire respecter le droit de liberté d'expression consacré par l'article 19, notamment de la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'arrête là les citations. Le thème de cette JMLB en 2021, c'est l'information comme bien public, et il faut bien reconnaître que la thématique que nous abordons ce soir, eh bien, elle s'inscrit complètement dans ce cadre, puisqu'il va s'agir d'aborder, je vous rappelle, si la fabrication de l'information est suffisamment abordée par l'école. Et comme qui dirait, pour boucler la boucle, notre sujet de ce soir vient aussi en complément de la thématique de la semaine de la presse dans les écoles de cette année, qui portait, je vous le rappelle là aussi, sur s'informer pour comprendre le monde. À distance, mais de façon très présente, nous allons retrouver nos intervenants. Thierry Delacour, journaliste, ancien rédacteur en chef adjoint des éditions de Paris-Normandie, passionné par la transmission de son métier, vous l'entendrez dans un instant. Éric Delamotte, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Rouen-Normandie, justement sur notre thème, puisque accompagner la vie médiatique des enfants, c'est le titre qui n'est pas encore, m'a-t-il dit, définitif d'un des ouvrages qui ne saurait tarder à paraître. Et qu'en revanche, il y a d'autres ouvrages dont on pourra peut-être éventuellement s'inspirer, mais qui, eux, sont déjà parus, comme Décoder les fausses nouvelles et construire une information avec la bibliothèque, ainsi que d'autres ouvrages encore auxquels il a participé, collaboré avec d'autres personnes sur lesquelles il reviendra s'il le souhaite, des pratiques aux cultures informationnelles et encore éducation aux médias et à l'information et au numérique, contribution scientifique en dialogue. Céline Thierry, qui est coordinatrice Clémy, mais ce serait faire insulte à ses nombreuses compétences que de ne citer que son rôle au sein du Clémy, puisque vous avez, Céline, également sévi pendant un certain nombre d'années en tant que professeure documentaliste, et vous continuez d'ailleurs d'intervenir en qualité de formatrice auprès des personnels de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Caen-Normandie. Et puis Gilles Fleury, qui est directeur de l'école Les Dominos, et membre de la circonscription EMI, éducation aux médias et l'information du Val-de-Reuil. Gilles, qui vit école et médias, qui transpire transmission du savoir et de l'information sous toutes ses formes depuis déjà quelques années, et qui vient encore de s'illustrer lors de la semaine de la presse, et notamment avec l'organisation du e-forum, nouvelle formule, puisque à cause, vous le savez certainement, des conséquences de la pandémie. Bref, vous avez autour de vous que du beau monde investi, et que la thématique ne devrait pas museler, loin de là. Nous ne devrions pas avoir du tout de langue de bois. Et puis, vous allez bien sûr pouvoir participer, nous accompagner avec vos questions, avec vos réactions, avec aussi vos expériences. J'aurais envie de vous dire, laissez quand même à nos 4 intervenants dans un premier temps le temps de nourrir un peu nos propos. Et puis après, bien évidemment, on va échanger les uns avec les autres sur la thématique qu'on vous propose et puis sur le retour d'expérience de chacun par rapport à son domaine d'intervention. Pouf, pouf, pouf. C'est tombé sur vous, Gilles. J'ai fini par vous dans la présentation. J'ai envie de commencer par vous pour la remontée d'expérience de terrain pour aborder cette thématique. Et la question, elle est simple. Est-ce qu'on parle suffisamment de la fabrication de l'information à l'école? Est-ce que c'est ça qui vous anime? Est-ce qu'il faut d'abord poser la question, pourquoi parlerait-on de l'information à l'école et comment? Je vous laisse intervenir dans un premier temps sur à la fois ce que vous faites et n'hésitez pas à nous enrichir des expériences nombreuses que vous avez dans le domaine. Alors, bonjour à tous d'abord. Donc, oui, effectivement, l'éducation aux médias et à l'information, ça nous paraît essentiel au niveau de l'école et dès l'école primaire.
Je dirais même dès le cycle 2 et parfois même dès la fin du cycle 1 qui correspond à la grande section. Donc dans l'éducation nationale, en fait, depuis les attentats, en fait, depuis la rentrée de 2016, en fait, l'éducation aux médias est entrée dans les programmes. Donc ça fait partie des programmes du cycle 2, du cycle 4, cycle 3 aussi évidemment. Donc dans la dimension qui est donnée à l'éducation aux médias, en fait, ce n'est pas une matière enseignée à part, elle doit faire partie des apprentissages des autres enseignements. Voilà, il n'y a pas un nombre d'heures donné hebdomadaires, par exemple, d'une heure ou de 2 heures d'éducation aux médias. C'est un domaine qui est intégré, par exemple, au français, à l'histoire, l'éducation civique, etc. Alors, dans les écoles, on essaye justement voilà, d'étudier les médias avec les enfants pour les sensibiliser à l'information, à la lecture de l'information, à l'analyse de l'information. Donc, on essaye de les baigner dans un milieu d'information avec la présence de journaux, l'écoute de radio, le visionnage de reportages, l'ouverture à des débats. Donc, on essaie qu'ils soient assez actifs. Dès le plus jeune âge, on leur apprend à analyser une image, à voir la forme d'une image et puis à essayer d'interpréter le message transmis par une image. Donc, par exemple, avant même d'utiliser l'information en tant que telle, on va beaucoup étudier la publicité avec eux parce que, ils sont sensibles à la publicité et ils font de plus en plus partie de la cible aussi, de la publicité. Au niveau des actions donc qu'on peut mener, on essaye aussi, pour qu'ils comprennent mieux, de leur faire construire l'information, donc soit par, la rédaction de journaux, soit la participation de web radio ou, la création de reportages. Donc là, quand on a fait le forum des médias, c'est vraiment l'esprit. Donc le forum, c'est un événementiel et puis, par contre, tout le travail qui est fait en amont de création et de production, là, celui-là, il nous paraît essentiel. Alors moi, c'est peut-être un reproche que je ferais, par rapport au programme. C'est que, c'est peut-être dommage de considérer que l'éducation aux médias est un domaine qui appartient à tous les enseignements. À la fois, on peut comprendre, la démarche. Le souci, c'est que, bah, ça n'implique pas, ça n'engage pas les enseignants à la pratique, de l'éducation aux médias. C'est-à-dire que c'est peut être un domaine qu'on est amené à délaisser, parce qu'on est toujours pris par, les programmes et puis aller le plus vite, possible. Moi, en tant que oui, Mais non, je t'écoute. juste pour faire le commentaire, c'est comme vous vous attaquez direct, Gilles, ça a déjà amené un sourire sur les visages de Céline et de Eric. Hein. Donc, c'est pour vous dire, vous pouvez continuer. À mon avis, ils vont rebondir dans un instant dessus. Allez-y, D'accord. continuez. Donc moi, je préférerais qu'il y ait, 1 heure ou 2 heures, hebdomadaires, vraiment à la lecture des médias. Par exemple, à l'école primaire, sous forme de rituel, le matin ou, le midi, à l'entrée, des élèves et puis on analyse une image, une photographie ou une information. Et par ailleurs, je trouve que, l'éducation aux médias, elle n'est pas que l'apanage de l'école. Il faut aussi que les professionnels s'investissent. Voilà, les journalistes, les communicants qui nous aident, à transmettre aux élèves et qui participent à cette éducation. Voilà, ils ont un grand rôle à jouer et notamment, je pense beaucoup aux médias locaux, voilà, qui sont proches de nous, proches des écoles et qui par, leur expérience, peuvent, amener les enfants à justement se familiariser à l'information, à les habituer. C'est vrai que c'est un peu dommage de faire des actions ponctuelles. Donc, c'est bien, on va faire une action dans l'année avec, la semaine de la presse, mais il faudrait que ce soit plutôt l'année de la presse. Je trouve que ce serait mieux. L'année Voilà. de la presse, j'entends bien. Céline Thierry, on reviendra sur ritualiser ou pas, si c'est possible ou pas, la lecture de l'actualité. C'est en tout cas le vœu de Gilles. Mais de toute façon, le constat, c'est qu'on ne part pas de rien, loin s'en faut. Et vous me faisiez remarquer, quand on a construit un peu cette intervention, que les professeurs et l'éducation nationale, de façon générale, n'avaient pas attendu, et je fais exprès de mettre les pieds dedans, n'avaient pas attendu les tragiques événements liés au drame de Charlie Hebdo pour s'être intéressés à la fois à la liberté de la presse, mais aussi à la liberté d'expression et d'intervenir déjà sous différentes formes dans les écoles, quelles qu'elles soient, sur des thèmes qui sont liés aux médias. Oui, alors il y a plusieurs bonjour déjà, il y a plusieurs choses, hein,
C'est vrai que lorsqu'on a échangé, voilà, je m'exprimais assez, avec virulence parce que, en effet, alors je crois que déjà, comme le disait Gilles, l'éducation aux médias et à l'information, elle est transversale. Alors je dirais que c'est une force et une faiblesse, mais ça je reviendrai peut-être dessus après. Mais déjà, c'est vrai qu'on a l'impression que, voilà, que le gouvernement, et cetera, a découvert, l'éducation aux médias avec 2015. Je rappelle quand même, pour information, que le CLEMI, donc le Centre de liaison pour l'enseignement des médias et de l'information, c'est 1983. Donc, on va quand même bientôt fêter le 40e anniversaire. Et que, les professeurs documentalistes, alors ça, je place ma casquette non pas en tant que coordonnatrice, Clémy, mais qu'ancienne professeure documentaliste et formatrice de professeurs documentalistes. Les professeurs documentalistes, l'éducation aux médias et à l'information, c'est le cœur de leur mission. C'est-à-dire que dans les missions, alors je rappelle, hein, le concours, parce que c'est pas juste des bibliothécaires, c'est pas des dames du CDI, des vieilles dames poussiéreuses, à Chignon, parce qu'on a aussi beaucoup de plus en plus d'hommes, et que les choses ont un peu évolué depuis, voilà, depuis les bibliothèques. Et donc l'éducation aux médias, donc 89 quand même pour le concours du CAPES, et l'éducation aux médias et à l'information, elle est au cœur de la formation de ces professeurs documentalistes. Alors, ils sont maîtres d'œuvre de l'éducation aux médias et à l'information. Ça ne veut pas dire qu'ils font toute l'éducation aux médias et à l'information, mais bien qu'ils pilotent. Alors, c'est pour ça que je disais, enfin, pour moi, c'est une force et une faiblesse. Une force parce qu'elle est transversale et souvent auprès des élèves, en tout cas, elle permet de travailler autour de projets. Et on sait bien que la dynamique de projet, en tout cas, elle est extrêmement positive par rapport aux élèves. Une force aussi parce que je crois que si on veut que cette, formation, et que oui, cette éducation à l'éducation aux médias et à l'information, elle soit, efficace, il ne faut pas qu'elle soit restreinte à une seule personne. Je pense que le professeur de sciences, lorsqu'il aborde les thématiques, les controverses scientifiques, il a son rôle à jouer dans la fabrique de l'information. Le professeur d'histoire, lorsqu'il va aborder les sources, exactement de la même manière. Et je crois que c'est aussi une force, en tout cas, moi, je considère que c'est une force, en tout cas, voilà. Après, la grosse faiblesse, en effet, c'est une éducation A. Donc, qui peut faire le plus peut faire le moins. Et c'est le risque. C'est-à-dire que le risque, malheureusement, que certains élèves passent au travers de cette éducation aux médias et à l'information. Et puis Thierry, peut-être, voilà, oui. dernier point avant de céder la parole, hein, mais peut-être rappeler aussi, parce que c'est ce qu'on disait en préparant ce live la semaine dernière, rappeler aussi, alors là je me replace en tant que coordonnatrice Clémy, c'est vrai que le Clémy, souvent on le connaît et les journalistes le connaissent pour la semaine de la presse et des médias à l'école. Le REMI, c'est quand même autre chose. C'est-à-dire que c'est aussi de la formation tout au long de l'année, c'est de l'accompagnement de projets et notamment de projets médiatiques. Gilles parlait voilà, de production médiatique, de web radio, de web télé. On accompagne énormément dans les établissements scolaires les projets, donc en lien avec le club de la presse et des médias, en lien avec GEDAN. Et puis, je trouve que j'ai été interpellée par des collègues professeurs documentalistes, hein, qui s'insurgeaient parce que l'éducation aux médias, c'était quand même pas que la semaine de la presse. Je suis bien d'accord. Mais c'est bien de l'événementiel. C'est-à-dire qu'il y a une semaine des maths. C'est pas pour ça qu'on fait que des maths pendant une semaine. Les maths, on en fait toute l'année. L'éducation aux médias et à l'information, les professeurs documentalistes, ils en font aussi. Mais par contre, je pense que c'est aussi intéressant, je parlais de projet tout à l'heure, d'avoir cet événement, ce coup de projecteur qui permet aussi, des fois, de se donner soit
une date butoir pour faire des productions ou une dynamique comme les événements, comme le Printemps des poètes, comme tous les événements culturels. Donc voilà. Mais en tout cas, il ne faut pas que ça cache le travail qui est fait tout au long de l'année. Thierry, je vous ai vu Voilà, peut-être bouger, pour mais commencer. avant de vous laisser la parole, je vais passer quand même par Eric Delamotte pour justement poursuivre un peu la réaction sur ce que a impulsé Gilles et ce sur quoi réagit Céline, et sur le fait aussi de notre thématique. Quand on parle de la fabrication de l'information, est-elle suffisamment abordée à l'école? Même si pour vous c'est une évidence, certains peuvent se poser la question, pourquoi faut-il l'aborder à l'école? Oui, en même temps, l'éducation aux médias et depuis l'éducation aux médias à l'information, ça a déjà une sacrée histoire, hein. Je veux dire, je ne vais pas remonter à Céline et Élise Freinet pour les journaux d'école, avec une pédagogie nouvelle, mais c'est pas tout neuf, hein. Je veux dire, le fait de penser qu'on pouvait travailler sur les médias. Ensuite, je vais faire plusieurs constats si vous voulez bien. Dans les années 60, 1960, hein, pas 1860, hein, je précise bien quand même maintenant, dans les années 1960, l'éducation aux médias, c'est une éducation extrêmement critique. On se méfie des médias, des nouveaux médias de masse, et c'est une éducation qui est très textuelle. On analyse beaucoup les choses de manière, enfin, comment dirais-je, textuellement, et puis l'idée, c'est quand même de vacciner les élèves contre les médias. C'est-à-dire, c'est une vision négative des médias. Et puis, progressivement, les choses ont bougé et c'est vrai qu'en France, principalement en France avec Jacques Gonnet qui, dans les années 80, les années de Mitterrand, hein, juste après l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, lui, Jacques Gonnet, en créant le Clémy, il avait une vision démocratique des choses. C'était une autre manière de penser l'éducation aux médias. C'était une vision démocratique, c'est-à-dire qu'il pensait, et il le dit hein, dans ses écrits, que, en gros, l'éducation aux médias, c'était un moyen d'arriver à faire comprendre comment fonctionne la citoyenneté, comment fonctionnent nos démocraties délibératives. Et donc, il fallait initier les élèves à ce type d'information, principalement avec la presse et par la presse. Donc ça a été, et c'est encore un moment important de ce qui constitue l'éducation aux médias et à l'information. Et puis, comme l'a dit Céline, dans les années, bon, d'une part, les professeurs documentalistes existaient déjà avant que Charlie Hebdo, que les problèmes enfin, le drame de Charlie Hebdo arrive. Et c'est vrai qu'avec la réforme des collèges, on a vu s'inscrire de manière plus officielle une éducation aux médias et à l'information. Alors, je suis désolé hein, de le dire comme ça, Gilles, mais c'est vrai que ça a été pensé plutôt pour les collèges et lycées, et à mon sens, pas suffisamment pour les écoles, parce que c'est un vrai enjeu de commencer l'éducation aux médias à l'information dès dès la fin de l'école maternelle, quoi. Même en grande section, tout à fait. Et puis, bah, je reviendrai tout à l'heure, mais je pense que cette vision centrée sur la presse, eh ben, elle est en partie dépassée. Eric, juste avant de passer la parole à Thierry, vous disiez à l'instant qu'il y avait une vision négative des médias dans ces années 60, qui était due à quoi? Au franc-parler des journalistes, au contrôle par les politiques des médias? Oui, alors d'une part, ça dépend ça dépend des zones culturelles, mais bien entendu. Mais grosso modo, on sort enfin, entre guillemets, je dirais, du macartisme aux États-Unis. On est dans une période où le contrôle des médias par le politique est extrêmement puissant encore. Et en France, hein, je rappelle que quand même, il a fallu attendre les années 80 pour voir des télévisions privées arriver et puis pour voir une forme de liberté, entre guillemets, des chaînes de télévision. Et donc, dans les années 60, d'une part, on voit la puissance de la télévision, on voit la puissance de la radio, on voit encore la puissance de la presse, mais on voit surtout la puissance du petit écran. Et il y a un courant critique du côté des universitaires, mais aussi du côté des enseignants, qui voient cette espèce de seconde école apparaître. Et donc, il y a eu il y a les écrits de Louis Porcher là-dessus il parlait d'école parallèle. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'école n'est plus le vecteur principal de transmission de la culture et de l'information. Et donc, il y a eu des réactions, d'une part critiques, parce qu'on se méfiait de cette culture de divertissement. Et puis, il y avait aussi une vision critique par rapport à la propagande qui était présente dans les médias de masse. Merci Eric, on se retrouve tout à l'heure. Place aux journalistes,
puisqu'il s'agit bien de parler de la fabrication de l'information à l'école et que par déduction, l'information reste quand même une histoire de journaliste. On me dira si je me trompe, Thierry. Et pourquoi, d'ailleurs, doit-on parler à l'école? Je vois Céline réagir. Parler à l'école, à partir de quel niveau faut-il en parler? Pour Gilles et pour Eric, c'est une évidence qu'on devrait commencer très tôt. Est-ce que vous partagez le même point de vue, Thierry? Bref. On a un petit décalage avec le nord-est Vous du pays. m'entendez bien? Oui, oui, Thierry, avec du décalage, mais on vous entend bien, comme à la télévision, avec un léger décalage. Donc moi je suis un vieux journaliste qui a beaucoup travaillé dans les écoles et dans les collèges et les lycées. J'ai eu notamment le plaisir de travailler pas mal avec Gilles ici dans la région. Et je voulais d'abord commencer par expliquer pourquoi en fait les journaux se sont intéressés et sont tournés vers les écoles. Donc on parlait de la création du Clémy en 81 ou quelque chose comme ça, 83. En fait, il faut savoir qu'il y a une association qui s'appelle l'Arpège qui est en fait qui a été créée en 1917 et qui a, elle, lancé un mouvement pour essayer justement d'essayer de persuader le ministère de l'époque justement pour créer ce Clémy-là, et qui souhaitait justement que la presse dans son ensemble, c'était une émanation du syndicat de la presse quotidienne régionale. Donc moi j'ai été membre de cette association pendant plusieurs années, et là la volonté clairement c'était une volonté d'éditeur d'essayer de s'intéresser un peu aux jeunes qui allaient être en fait les lecteurs de demain. C'était ça la démarche. Alors aujourd'hui honnêtement on en est un peu loin, parce que je pense que la démarche de la presse, des journaux envers en direction des jeunes en termes d'éducation aux médias, elle est plutôt dans une logique d'expliquer nos métiers. Et je cite notamment une des rédactrices en chef adjointe de l'Union, Gerdine Bauer, qui, lors de l'agression dont a été victime un photographe, Christian Lantenois, la première agression dans une ligne qui a été diffusée fin mars dans 10 titres de la presse quotidienne régionale, c'était de dire qu'il fallait justement une vraie politique d'éducation aux médias pour expliquer notre métier. Donc, il y a vraiment une véritable prise de conscience que notre métier, en fait, de journaliste est mal compris et caricaturé, et qu'il faut essayer de défendre, notamment en étant plus présent dans les écoles. Donc, ça, c'est aussi la promesse qui avait été faite par la ministre de l'Éducation nationale donc, en 2016, qui promettait notamment que la création d'un journal, d'un média par établissement scolaire, donc dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Alors, autant dire qu'on est très, très, très loin et que cette promesse était tout simplement inaccessible. Et sans vouloir faire preuve de trop d'esprit critique, même si c'est un peu mon ADN, disons que moi, pour avoir beaucoup travaillé avec le Clémy et avec trouvé des gens très, très impliqués et très intéressés, la preuve est faite qu'en fait, que l'éducation aux médias, en fait, de l'éducation nationale en région, il y a beaucoup de bonnes volontés. C'est-à-dire que il y a vraiment sur des professeurs qui sont des militants, qui donnent beaucoup de leur temps et beaucoup de leur énergie, comme J par exemple, mais en termes de moyens d'évoluer par l'éducation nationale en 2 temps ou en de moyens humains, sont galèrent vraiment pour essayer justement de pérenniser des actions. Et comme le disait Gilles, c'est souvent des projets, et pour piloter des projets, il faut du temps. Donc moi, j'ai assez régulièrement des mini-résidences avec des professeurs, que ce soit des professeurs de français ou d'art plastique, enfin de tous horizons. Et à chaque fois, pour eux, c'est un investissement très important. Il faut en plus qu'ils cadrent ça avec leur programme scolaire. Donc le plus souvent, moi, assez régulièrement, j'interviens en 4e, parce que c'est en 4e qu'on parle de médias, mais j'interviens par exemple quasiment jamais en lycée, alors que ça aurait aussi, à mon avis, un vrai sens que des journalistes interviennent en lycée. En plus, quand on parle par exemple de la préparation du grand oral, pourquoi ne pas imaginer des émissions de radio pour préparer justement l'oral? Enfin, il y a plein de choses qui pourraient être faites. Et je pense que, enfin moi, je suis persuadé, il y en a. Je suis persuadé en fait de l'intérêt que à la fois qu'on développe l'éducation aux médias avec les professeurs, mais aussi de faire intervenir des professionnels, à la fois pour qu'ils parlent de leur métier, mais aussi de faire
de l'explication de la fabrication de l'information un outil pédagogique en soi. Moi, j'essaie d'animer des ateliers, par exemple, sur la fabrication d'un titre. Qu'est-ce que c'est qu'un titre? Mais quand on aborde le titre, on est sur la synthèse, on est sur le poids des mots. Enfin, on aborde plein de choses. Et à chaque fois, donc, on peut décliner des styles journalistiques en faisant en sorte qu'ils deviennent aussi des outils pédagogiques et qu'ils s'insèrent dans un programme. Voilà, je vais faire court. Je vais faire court, ose-t-il dire. Je connais mon Thierry. C'était juste une amorce avant qu'il ne attaque la deuxième piqûre. Céline, je vous ai vu réagir. Ça vous démangeait d'ailleurs quand il a dit, parce que Thierry est un peu comme ça, il pique un peu au vif. Ouais, ça serait bien qu'il se passe des choses dans le lycée. Et vous, sur le département de la Manche, il y en a des choses. Oui. Alors, vous allez réagir sur ça. Non, et puis, alors, on va revenir sur la transversalité après. Oui, non, peut-être. Bon, je connais bien le périmètre, enfin l'ex-périmètre de l'Académie de Caen, hein, puisque moi je suis responsable du périmètre Caen, et comme je le disais tout à l'heure à Eric, si j'ai pris mes fonctions là de responsable EMI au mois de novembre, en fait le Clémy, je travaille dedans depuis 2005 ou 2006, donc je connais bien les projets, je connais bien les formations, notamment les formations web radio pour en avoir fait depuis 2010. Donc là, j'ai pas les chiffres en tête, mais en moyenne, plus les enseignants, alors les enseignants que l'on forme dans le cadre de la formation académique, ceux que l'on forme dans le cadre des formations, ce qu'on appelle les formations sur site. Et là, j'ai des exemples très concrets, notamment en collège, avec politique d'équipement des conseils départementaux, mais aussi tous les enseignants que l'on forme dans le cadre des formations transversales à l'INSPE sur l'EMI et la question de l'oral depuis 5 ans. Oui, enfin non, c'est juste pas possible. Voilà, il y a des choses qui se passent. Et ce qu'on disait, hein, quand on a préparé ce live, et c'est pour ça aussi que j'ai accepté, c'est de dire apprenons à nous connaître, apprenons à savoir ce qui est fait par les uns et par les autres. Moi, je mets en place aussi donc, des résidences de journalistes. Je travaille sur le prix Bayeux. Enfin, le prix Bayeux, tous les ans, c'est des dizaines de lycées qui participent. On a 2600 lycéens normands qui participent, qui travaillent sur l'information, le fait de décrypter l'information, en général, qui montent des reportages, et des reportages radio, j'en ai des dizaines à vous montrer et à vous transmettre. Voilà, donc il y a des choses, il y a vraiment des choses qui se font, et je ne vis pas au pays des bisounours, hein, voilà, tout va bien, et je crois que, et c'est bien pour ça aussi que je trouvais ce live extrêmement intéressant, parce que je crois on a besoin d'apprendre et de reconnaître les missions de chacun, mais voilà, le club de la presse a participé la semaine dernière, il y a 15 jours, au jury du concours Mediatix. Voilà, il y a des journaux scolaires, qui existent depuis des années. Là, on a plus de 1000 élèves, je faisais les statistiques tout à l'heure, c'est plus de 1000 élèves qui ont travaillé sur le concours de journaux scolaires. Alors, ça peut paraître infime par rapport au nombre d'élèves, mais c'est quand même pas mal. Donc, surtout en temps de crise sanitaire, etc. Donc, il y a des choses qui sont faites, et je crois que l'inscription justement dans les programmes scolaires de l'oral, et là par exemple, je vous renvoie au de Sylvie Plane, qui est une grande didacticienne, notamment de l'oral, qui est partie du principe que l'oral, c'était pas inné et qu'il fallait l'inscrire dans les programmes. Enfin, sur l'académie, il y a une vraie dynamique de formation et de mise en place de projets autour de l'oral et autour de la production médiatique dans les établissements depuis quelques années. Et nous, on milite vraiment aussi pour construire l'information, décortiquer l'information en pratiquant, parce qu'on part du principe que les grands laïus aux élèves, ça ne fonctionne pas, mais que c'est bien en pratiquant et en mettant en place des productions médiatiques. Enfin, je crois que Gilles, c'est aussi la démarche, hein, c'est bien en mettant en place
Et ça se fait aussi dans d'autres cadres que vraiment l'inscription dans un média scolaire. Mais c'est bien comme ça qu'on arrive à décrypter l'information avec les élèves. Donc, j'ai plein de choses que je peux vous transmettre, hein, il n'y a pas de souci. Pour un côté pratico-pratique, celles et ceux, je parle des intervenants, à vous, qui, quand vous n'intervenez pas, n'hésitez pas à couper votre micro. Ça nous fait un retour parfois. C'est un peu bizarre. Voilà, ça c'est dit. Céline, vous parliez aussi de connaître et respecter les missions des uns et des autres à travers la transversalité. Éric, je vous ai vu réagir à plusieurs reprises. Avant qu'on revienne justement sur comment on peut amener à construire de l'information, donc à lutter aussi contre les fake news, d'intégrer l'actualité dans les programmes quotidiens. Qu'est-ce que vous pouvez apporter en complément à ce que disait Céline et en réaction à ce que disait Thierry? Alors, je vais avoir une double réaction. La deuxième sera provocatrice et donc on va la garder pour peut-être plus tard. La première, c'est qu'effectivement, l'école, au sens large, c'est un enjeu majeur pour toutes les éducations A, dont l'éducation média et à l'information. Et dans tous les pays, enfin pas tous les pays, mais dans beaucoup de pays, l'objectif, c'est effectivement progressivement qu'on arrive à ce que dans des programmes, des éléments soient institués, mais ça n'empêchera pas qu'il faut toujours des innovateurs et des gens sur le terrain qui fassent des choses, qui innovent sur le terrain. Mais l'enjeu de l'école est important, mais ce n'est pas les seuls acteurs. Et on oublie, alors, on oublie les professionnels, comme Thierry, qui font de l'éducation aux médias et à l'information. On oublie les mouvements d'éducation populaire. Je prends l'exemple des CMEA qui ont un observatoire en Normandie sur les pratiques numériques, notamment des jeunes. C'est extraordinaire. Et ils ont des actions de formation. Il y a les fédérations de parents d'élèves. Et puis, il y a les bibliothèques aussi qui font beaucoup de choses. Et même le ministère de la Culture qui est en charge des bibliothèques incite, entre guillemets, dans son programme, dans sa stratégie, incite à ce que les bibliothèques de différents niveaux s'intéressent et proposent des formations, des initiations et des médiations autour de l'éducation aux médias et à l'information. Donc, je pense qu'il faut avoir une vision qui soit un peu élargie sur quelles sont les parties prenantes de cette éducation. C'est beaucoup plus large que simplement un dialogue entre le milieu des médias et des journalistes d'un côté, et puis le milieu de l'école de l'autre. Je pense qu'il faut penser plus large, il faut penser réseau, il faut penser territoire. Et puis alors là, la deuxième, mais on va y revenir, mais comme Thierry le fait, je pointe d'abord, j'ai une petite pique, c'est qu'à mon sens, la notion d'information est beaucoup plus large que simplement l'information journalistique. Et qu'aujourd'hui, l'enjeu n'est plus uniquement de former à un style particulier, à une esthétique particulière, je suis provocateur en disant ça, qui est celle des journalistes. On est, avec notamment le numérique, il y a belle lurette qu'on a dépassé simplement l'idée que l'information, c'était l'information presse. Voilà, pour faire simple. Mais je pense que Thierry ou Gilles vont pouvoir réagir sans problème. Ils ne vont pas tarder à le faire. Je vais redonner la parole à Gilles, hein, c'est pour faire un petit tour, puis après on prendra les questions qui remontent le plus fréquemment. Gilles, vous l'avez dit, vous avez mis les pieds dans le plat dès le départ, ritualiser la lecture de l'actualité dès que c'est possible, dès le plus jeune âge, dès la primaire, les amener à construire de l'information, notamment pour lutter contre les fake news. On en revient à ce que disait justement Éric Delamotte sur le fait que l'information n'est pas que dans la presse, mais elle est partout, notamment dans les réseaux sociaux. Et les fake news, on les trouve plutôt là. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir intégrer l'actualité dans les programmes au quotidien. Qui le fait? Comment on le fait? Céline disait transversalité, mais Éric disait proposer des formations. Qui fait quoi? Comment? Avec quel outil? Au niveau du premier degré, bon, contrairement au second degré où ce sont par exemple comment vous parliez d'eux, des documentalistes qui géraient beaucoup l'éducation aux médias. Après, dans le premier degré, c'est aussi sur la base du volontariat ou la sensibilité de chacun par rapport à la lecture de l'information. Nous, on a fait quelques interventions à l'INSPE, par exemple, auprès de futurs professeurs des écoles. On parlait de la presse écrite, justement, quand on leur a demandé qui, parmi eux, ils étaient plus d'une quarantaine, lisaient un journal dans la semaine ou quotidiennement ou avaient un abonnement, etc., il n'y avait qu'une personne. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la presse écrite a des questions à se poser par rapport à l'éducation ou à la suite à donner. Donc, nous, par rapport à notre groupe EMI, on pense que c'est essentiel de s'intéresser à la formation des jeunes professeurs parce que c'est eux qui vont transmettre aussi cette sensibilité aux médias.
voilà, qui vont l'intégrer dans leur programme et puis qui vont amener les élèves à réfléchir, à développer leur esprit critique. C'est la question qu'on se pose, c'est pourquoi faire de l'enseignement, pour quelle mission, pour que transmettre aux élèves. Et en ce moment, on focalise beaucoup sur les fake news, sauf que nos élèves, bah, les fake news, avant de pouvoir les analyser ou de les comprendre, il faut déjà qu'ils aient une culture générale, il faut aussi déjà qu'ils aient une lecture fine de l'information pour les repérer. Et peut-être qu'on va trop vite, en abordant assez vite, les fake news parce que ça a un côté un peu ludique, de les repérer immédiatement. Donc le avoir une lecture fine, des médias, la construire, dès le plus jeune âge, les habituer et puis, par exemple dans les écoles, avoir, un nombre d'abonnements, presse écrite, on va dire, parce que on peut feuilleter, c'est assez abordable, assez, facilement. Ça, c'est important. On se bloque, au niveau du premier degré avec, d'une part la formation qui, à mon avis, n'est pas encore assez orientée sur, l'éducation aux médias et puis, sur les moyens matériels, les moyens humains déjà parce que, on manque de personnes pour former et puis les moyens matériels parce que, pour avoir une éducation aux médias dans une école, il faut aussi avoir des médias, à portée de la main et par exemple les abonnements aux journaux, bah, ça coûte beaucoup d'argent pour les coopératives. Donc voilà, donc on assiste quand même, chez les jeunes à une défiance vis-à-vis de l'information et des journalistes. Voilà, donc il y a des questions à poser, là-dessus. Justement, l'éducation aux médias, ça devrait devenir, une matière, pleine et entière. Quitte à ce qu'il y ait aussi de la transversalité, hein, au contraire. Céline, Mais bon, voilà. Céline Bou, elle veut réagir. Non, 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 c'est plutôt, plutôt complémentaire parce que c'est vrai que, voilà, donc ma mission, elle est plutôt sur le second degré, mais je pense que, en effet, alors vous avez parlé du cycle 1, du cycle 2, donc heu, je crois que enfin, c'est fondamental notamment sur le cycle 3, donc la fin de voilà, la fin de l'école. On va pas parler en dialogue trop, éducation nationale, hein, sur la fin de l'école primaire et CM1, CM2 et la sixième. Pourquoi je pense que c'est fondamental? Parce que très souvent, c'est le 1er téléphone portable. Ça va être les premières applications aussi, pseudo gratuites, hein, parce qu'on sait quand même que voilà, derrière la gratuité, forcément, en termes de données, il y a quelque chose. Mais moi, je trouve que et je rejoins, enfin, Gilles, j'ai vu un petit peu ce qui se faisait sur Val-de-Reuil. Tout à l'heure, je parlais de production, de construction de l'information, parce que je ne supporte plus, voilà, tout simplement, parfois, enfin, ce que l'on peut lire avec les dangers des médias, les dangers des réseaux sociaux, une espèce de diabolisation. Et nous, on est bien dans une éducation à. On n'est pas dans la diabolisation et ça m'insupporte au plus haut point. Je le dis très franchement, hein, c'est enregistré, mais je l'assume absolument, de voir des gendarmes qui interviennent dans les établissements scolaires pour parler des dangers d'internet. Voilà, enfin, je trouve ça absolument, enfin, c'est juste pas possible, parce que, enfin, derrière, c'est pas dangereux en soi. Enfin, c'est l'utilisation que l'on va en faire. C'est-à-dire que la route est dangereuse. Après, on apprend, voilà, à conduire, on apprend à respecter les panneaux, et cetera. On apprend du décryptage. Mais je crois que, enfin, de rentrer par, voilà, par la diabolisation et parfois, fortement, enfin, voilà, c'est juste, une question qui me chatouille régulièrement. Donc voilà, et je trouve que, enfin, ce que disait Gilles, hein, mais le fait d'éduquer et de faire pratiquer, voilà, de rentrer par la production, je suis en plein enfin, on était en plein dans les évaluations de journaux scolaires et de produits médiatiques. J'ai vu une radio, alors ça fera plaisir à Thierry, je pourrais lui transmettre, une radio scolaire faite par des élèves de maternelle. Mais enfin voilà, on est alors les élèves ont parlé, ont échangé autour de publicités sur les clichés des princesses Playmobil et les gendarmes Playmobil, etc. Derrière, bah, c'était, voilà, c'était ce qu'on voit, comment on le décrypte, etc. Et il y a eu plus d'un quart d'heure d'émission avec des élèves de maternelle. Enfin,
voilà, et derrière, je pense que, et ce qui est important peut-être aussi pour, pour les enseignants, et je pense que ça peut être aussi une entrée, c'est de dire qu'à travers la production médiatique, et je le vois bien en ce moment aussi en suivant des projets d'école, en réalisant une production médiatique, eh ben, on fait de l'écrit, on fait de la science, on fait des mathématiques, on fait de la lecture. Donc en fait, voilà, on fait tout ce que le programme demande, mais à travers un journal, ben aussi, on apprend à communiquer, on apprend à s'informer, on apprend à croiser les sources. Et ça, je crois que c'est vraiment une dimension qui est aujourd'hui très, très importante, hein. J'ai un exemple de classe qui a travaillé autour du Vendée Globe, et les enfants ont retranscrit, ont expliqué la démarche de l'école, etc. Donc voilà, à travers cette éducation, enfin, c'est croisé, et je pense qu'il ne faut pas voir ça non plus comme quelque chose à part ou en plus, mais quand c'est véritablement intégré à la pratique pédagogique. Ça a du sens. Thierry, j'ai trouvé quelqu'un aussi bavard que vous. Euh, si j'ai bien retenu Céline, il faut faire venir les gendarmes en établissement scolaire, c'est stigmatiser la soi-disant mauvaise réputation des réseaux sociaux. Donc, il faut éviter de le faire. Sinon, on doit en parler. Autant en parler avec les enseignants et avec ceux qui interviennent plutôt que de faire venir les gendarmes. Tout de suite, on attire l'œil. Thierry, réaction par rapport à tout ce que vous avez entendu? Ouais. Et puis après, on reviendra quand même sur ce qu'a dit Céline et on repartira avec vous tous parce qu'on voit bien qu'il y a la notion journalistique et puis il y a la notion aussi de la vulgarisation de l'oralité. Quand on parle de radio en maternelle, on n'est pas sur de l'information, à mon avis, ni du journalisme, on est sur de l'expression. Et donc, c'est peut-être la première marche avant de passer au journalisme. Thierry, c'est à vous, jeune homme. Oui, je voulais d'abord revenir sur ce qu'a dit Eric, qui disait qu'il fallait penser plus large. Je suis tout à fait d'accord. Et il n'y a pas simplement deux acteurs dans cette histoire de l'éducation aux médias. Il n'y a pas simplement l'éducation nationale et la presse de l'autre. Et j'en suis tellement convaincu qu'en tant que président du club de la presse et de la communication pendant 7 ans, jusqu'à février dernier, j'ai vraiment milité pour qu'on travaille sur cette question-là. Et c'est comme ça qu'on a créé, donc, il y a quelques semaines, là, un site justement dont la vocation est de créer une passerelle, d'être une passerelle qui s'appelle donc le site Informez-vous, et qui se veut genre une passerelle pour tous ceux qui s'intéressent à l'éducation à l'information, et pas seulement que ce soit pas simplement une histoire de professeurs ou de journalistes, mais que ce soit aussi des militants associatifs, des gens dans des MJC, des gens dans des structures complètement diverses qui trouvent ce moyen-là pour parler plus largement justement de la façon dont on essaie de vivre ensemble. Donc, ça peut être aussi un vecteur plus large. Donc, j'espère qu'on va réussir justement à populariser cette passerelle pour justement ça touche des gens d'horizons complètement différents. Autre chose dont je voulais parler, c'était le fait que cette question-là d'éducation aux médias tend à se professionnaliser, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, notamment d'universités, qui s'y intéressent, qui créent des départements, enfin, ou en tout cas des modules de formation sur l'éducation aux médias. Je crois qu'il y a un diplôme qui va être créé donc, entre l'ESJ de Lille, qui est une des plus grandes écoles de journalisme de France, et l'université, je crois, de l'École normale supérieure de Paris-Saclay, qui va créer un diplôme justement d'éducation aux médias et à la formation à partir de la rentrée prochaine. Donc, on a le sentiment que ça bouge et qu'il y a vraiment une prise de conscience de l'intérêt de structurer cette approche d'éducation aux médias pour essayer qu'elle soit justement plus pertinente. Donc ça, à mon avis, c'est un mouvement qui est important. Et je voudrais aussi quand même évoquer le souvenir de Samuel Paty, quand même, qui faisait quand même de l'éducation aux médias, donc en tout cas qui essayait lui aussi d'ouvrir les esprits autour de ces thèmes-là. Et je pense que avec un souvenir de lui, il faut continuer à être militant justement de cette cause-là. Alors, puisque Thierry en parle, rebondissons sur effectivement l'écho tragique de Samuel Paty, puisque là, c'est un enseignant qui, ce n'était pas la première fois, intervenait dans ses cours pour reprendre soit des faits d'actualité et pouvoir les commenter avec les élèves, et sur le fait de l'anniversaire du procès en quelque sorte,
il remet ça, je fais exprès de le dire, sur le feu. Est-ce que justement, il y a des degrés à envisager quand on parle de comment on peut penser la fabrication de l'information à l'école? Est-ce qu'il y a, non pas des sujets à ne pas aborder, mais en fonction des âges et en fonction peut-être de la manière ou de qui l'aborde? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut prendre en considération? Est-ce que Céline, c'est déjà prévu? Eric, est-ce que c'est déjà dans l'air du temps? Et Gilles aussi, est-ce que par exemple, je repose et je rebondis sur ce que disait Thierry, est-ce que Gilles, par exemple, ça a un intérêt de parler des caricatures à des élèves de primaire, oui ou non? Voilà, je commence d'abord par Eric. D'accord, mais je crois que tout le monde peut participer. Moi, je pense que, enfin, je vais être très simpliste en disant ça. On a 4 entrées. La première, c'est être capable de lire la presse, de lire les médias. Donc là, et pendant des années, ça a quand même été plutôt ça. Heu, on a une deuxième entrée qui est comment produire. C'est le thème de notre réunion, c'est comment produire de l'information alors moi, c'est de différents styles, j'y reviendrai vraiment sur le numérique, il y a vraiment d'autres choses mais pas par critique, mais pour montrer que la complexité dans laquelle on est maintenant, notamment avec les fake news. Il y a aussi, nécessité de travailler de plus en plus sur, la capacité des élèves à organiser l'information, c'est-à-dire cette capacité à gérer des flux d'informations qui sont, heu, qui sont très importants. Et donc ça veut dire être capable de catégoriser des types d'informations, de mettre en perspective différentes formes de relations médiatisées. Et puis dernier aspect que l'on fait peut-être, je ne sais pas si on peut le faire à l'école, au niveau élémentaire, mais c'est effectivement apprendre à naviguer entre les différents médias et avec les différents médias. Je reviens sur un point. On fait des enquêtes régulières auprès des lycéens, des collégiens. Moi, je suis plutôt sur les collégiens, mais ben, c'est pas, voilà, c'est pas grave. Quand on les interroge sur est-ce qu'ils lisent les journaux, la réponse c'est dans une classe, en gros, au mieux, il y en a un qui lève la main et qui dit ah oui, moi je lis l'équipe. Voilà. Après, quand on prend le temps de travailler avec eux sur comment ils s'informent, via leur smartphone de compagnie, eh bien, on voit qu'ils connaissent Discover, qu'ils fonctionnent avec Snapchat, pardon, et donc ils sont capables justement de collecter ou d'avoir déjà des agrégations d'informations sur lesquelles ils s'appuient pour construire une relation à l'information politique, économique, sociale, culturelle, sportive, tout ce qu'on veut bien. Mais c'est trop dichotomique, moi, je trouve, pour l'instant, de dire d'un côté, les jeunes ne lisent plus la presse, ne regardent plus les médias. Je suis désolé, mais quand on voit le baromètre de Cantar Lacroix qui vient encore de sortir là tout de suite, là, il y a pas quelques semaines, montre que la méfiance envers les médias et les journalistes est toujours aussi importante et que si je prends les analyses de Jean-Marie Charon, qui est quelqu'un qu'on connaît bien dans la région et qu'on apprécie, il montre qu'il y a un découplage entre des adultes, là je parle, hein, pas des enfants, mais entre le découplage entre des adultes qui s'informent sur plusieurs réseaux, qui lisent, qui vont sur les réseaux sociaux, qui écoutent la radio premier média de confiance, et souvent des gens qui ont été éduqués, c'est-à-dire qui sont passés par le système scolaire, et puis qui sont plutôt plus jeunes, urbains, et puis on a une population plus âgée qui est restée, entre guillemets, je respecte en disant ça, qui est restée fidèle aux médias de masse, à la presse, à la radio moins, mais plutôt à la télévision, et qui ont, c'est plus les mêmes, enfin, ce que je veux dire, c'est que on critique les élèves pour le fait qu'ils ne suivent pas l'information, l'actualité, mais quand on regarde ce qui se passe de la part des adultes, eh ben, on a les mêmes processus et les mêmes divisions distinctives dans la société française. Voilà. Et puis, il y a des tentatives, pour aller dans votre sens, Eric, sur le numérique, des tentatives comme Twitch, avec notamment ce qu'a pu faire Samuel Etienne. Et là, on voit que les jeunes s'intéressent à l'information, mais avec leur code, avec leur langage et avec un temps d'assiduité qui n'est pas le même que sur des émissions classiques qu'on voit à la télévision. Céline, vous vouliez réagir? Oui, peut-être pour
Oui, non, pour rebondir sur ce que vient de dire Eric, mais on le voit bien, enfin moi j'ai travaillé donc 16 ans, 17 ans avec des lycéens, en faisant de la production médiatique. Donc à chaque fois, enfin, je les interrogeais aussi sur la manière de s'informer. Alors il y a parfois des choses assez inattendues, hein, parce que je travaillais beaucoup sur la radio et j'étais toujours étonnée quand Rire et Chanson sortait premier chez les élèves. C'était et il y a plusieurs, enfin voilà, il y a plusieurs années de suite. C'était la première station qui sortait. C'est pas forcément celle à laquelle on penserait. Donc je crois qu'il faut aller fouiller un petit peu et discuter avec les élèves. Enfin, alors je renverrai, hein, vers les travaux d'Anne Cordier qui a fait des grosses enquêtes auprès des jeunes par rapport justement, hein, à l'approche qu'ils avaient de l'information, et ne pas penser non plus que les élèves ne s'informent pas. Ils s'informent peut-être différemment, mais en effet, ils ont, toujours régulièrement avec eux leur téléphone et ils prélèvent de l'information, un petit peu partout. Peut-être juste pour répondre à la question que vous posiez, juste avant et par rapport à Samuel Paty, on voit bien que ça a été extrêmement, douloureux, hein, dans les établissements scolaires. Je pense, alors pour avoir vu aussi, hein, et accompagné des projets, il est bien clair que je pense que les grands laïus, enfin je dirais presque les grands messes, font ne f enfin voilà sur l'information, la liberté d'expression et cetera. C'est pas forcément l'entrée, la plus judicieuse, mais par contre, enfin moi j'ai vu des élèves, notamment dans un quartier compliqué, hein, de Caen. Justement, il y avait eu, suite au lundi matin de la rentrée de novembre, en fait, il y avait eu, c'était compliqué avec, une classe qui remettait complètement en cause, la liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté d'expression en France, on ne peut pas s'exprimer, etc. Et au titre du CLEMI, moi, j'avais été sollicitée par la chef d'établissement, et on est passé par la production médiatique, c'est-à-dire qu'on leur a fait vivre l'expérience de l'expression. On les a mis en position de s'informer. On leur a donné les outils pour aller interviewer, pour enquêter sur les qu'ils souhaitaient et en fait voir, qu'ils se rendent compte par eux-mêmes que la liberté d'expression, elle était, voilà, ils pouvaient l'utiliser dans le cadre, là, en l'occurrence dans le cadre scolaire, qu'ils n'en avaient peut-être pas forcément conscience, mais que c'était une possibilité. Après, je crois que sincèrement, hein, voilà, les entrées par, voilà, très descendantes, et cetera, personnellement, je ne suis pas forcément très favorable et je pense que, enfin, vous avez bien dit depuis le début, alors c'est vrai qu'on parle éducation aux médias et à l'information, mais derrière, c'est de l'éducation par les médias et l'information et l'éducation avec les médias et l'information. Enfin, je crois qu'il y a une vraie complémentarité à avoir sur ces questions-là. Gilles, en préparant ce rendez-vous, vous me disiez pour que les élèves soient réceptifs, il faut les habituer à lire ou à feuilleter la presse écrite, à écouter la radio, et ce très tôt, et en fait à intégrer ensuite l'actualité dans les programmes quotidiens. Mais est-ce que vous le faites à travers, par exemple, leur smartphone en primaire? Je ne sais pas s'ils en ont, je ne sais pas si c'est bien qu'ils en aient un, mais ils ont quand même leur smartphone. Donc on passe par un outil qui, Thierry réagit, on passe par un outil qui peut être une source de lecture, alors qu'en fait, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne lisent pas les journaux, c'est qu'on en est quasiment sûr qu'ils ne lisent pas les journaux. Donc, est-ce qu'il y a une sensibilisation à faire auprès de certains outils pour ensuite arriver à de l'information et à les éduquer à une analyse plus tard, mais une analyse critique de ce qu'ils ingurgitent? Est-ce que vous jouez avec les téléphones portables en cours? Alors, nous, à l'école primaire, il y Je ne crois a pas qu'en disant jouer déjà, c'est pas bien. ouais, à l'école primaire, en fait, bon, honnêtement, il n'y a pas vraiment de téléphone portable, voilà, donc on travaille pas avec ce support. Mais, le travail qu'on essaye de mener avec, nos élèves ou qu'on mène avec, nos élèves, c'est, la comparaison des différents supports. C'est-à-dire qu'on va prendre une information
qui est traité par la presse écrite, traité par la radio, traité par la télévision, donc les médias traditionnels, éventuellement traité avec un site internet d'information. Et puis on va comparer les différents langages. En fait, on va demander aux élèves de repérer ce que l'on apprend dans un reportage télé par rapport à l'information, si on le compare avec l'article qui est paru dans la presse, si on compare avec la radio. Donc en fait, on s'aperçoit que des élèves de CM1, CM2 ont beaucoup de choses à dire, parce qu'autour d'eux, il y a de l'information qui circule. Ils voient des choses, hein, alors, même si les parents ne regardent pas obligatoirement le journal télé ou n'ont pas obligatoirement la presse écrite, les parents parlent beaucoup de ce qu'ils entendent ou de ce qu'ils peuvent lire, sur, Facebook parce que, c'est devenu un des moyens d'information, les plus courus, chez nos parents d'élèves. Donc, les enfants ont des questions en fait, quand on étudie une information, par exemple, on regarde souvent Arte Actualité, Junior avec eux. On leur diffuse, le reportage et on libère la parole. C'est-à-dire qu'ils posent des questions, on essaye de répondre, on essaye de repérer où, s'est passé, l'événement, ce qu'il implique, à quel domaine il appartient. En fait, on classe, l'information. Donc, ensuite, avec, ces bases de réflexion et puis, ces habitudes, on essaye que ça devienne des habitudes de lecture. À eux, d'analyser, le fond et puis, la manière de transformer l'information ou d'interpréter, l'information. J'essaie de leur faire comprendre aussi qu'entre, 2 médias différents, ce qui va être mis en avant dans l'information peut être, très différent. L'approche peut être différente. Alors là aussi, pareil, on va les mettre en atelier pratique en leur, par exemple, en leur imposant un point de vue ou un angle, de traitement de l'information qui va être différent d'un groupe à l'autre et après à eux de comparer. Donc, par rapport aussi à ce qui s'est passé avec Samuel Paty, avec, les caricatures, c'est c'est dommage, voilà, il y a eu dans la plupart des établissements, enfin dans tous les établissements scolaires, il y a énormément de production, médiatique, énormément, d'analyse. Là, je rejoins ce que disait Céline, c'est-à-dire que, en fait, il y a une production foisonnante, énorme, sauf qu'on a du mal à avoir une vision globale de tout ce qui se passe et l'assassinat de Samuel Paty, ça a été un vrai choc, pour les enseignants parce que, en fait, on a l'impression d'être dans notre mission d'éducation et puis de critique, de l'information pour rendre, les esprits, libres justement, d'interpréter et là voilà, ce qui s'est passé, ça a vraiment jeté une polémique, au sein du monde enseignant. Voilà Merci. sur notre mission première, ouais. Merci Gilles de cette réalité qui nous faut aussi remonter et de cette vérité. Parliez d'éveil, parliez aussi d'ateliers pratiques. Thierry, on est beaucoup sur justement éveiller les enfants à sensibiliser, analyser, pour ensuite produire éventuellement un peu d'information ou du moins la fabriquer. Mais est-ce que c'est là que le journaliste intervient, en binôme avec l'enseignant? Sous quelle forme il intervient? Est-ce que, selon vous, il y a des cours qui sont enseignés en direction des enseignants qui correspondent à ce que, logiquement, on est censé transmettre comme technique, comme approche du traitement de l'information? Est-ce que c'est fait ou est-ce qu'il y aura encore des choses à développer, à affiner? Et là, je vous demande votre avis de journaliste. J'ai jamais cité, moi, un cours d'un professeur qui parlait, qui transmettait ses connaissances en termes d'éducation, de fabrication de l'information. Moi, à chaque fois que j'interviens, je suis en binôme avec un enseignant avec lequel je me suis mis d'accord sur un projet pédagogique et de production. Et donc, je ne sais pas enfin, je ne peux pas dire si tel enseignant, quand lui, il est tout seul face à sa classe, s'exprime bien ou transmet bien. Là j'en suis incapable. Mais moi, je voudrais insister sur une chose dans ce domaine, c'est que moi, ce qui me paraît important, c'est d'essayer de transmettre les idées à la fois
de mise en scène de l'information. C'est-à-dire qu'une information, dans l'informé, il y a formé. C'est-à-dire qu'une information, elle est pas, il y a des faits, mais après, l'information, c'est justement le fait qu'on forme les faits pour diffuser ces faits, et que donc, il y a forcément une mise en scène. Et donc, ça, c'est important de dire que nous, journalistes, il faut qu'on assume cette mise en scène, qu'il y a différentes mises en scène, et ensuite de travailler sur la distance, que le fait qui est très important, de la distance que doit être le journaliste par rapport à son traitement de l'information. Et ça, effectivement, pour revenir à ce que disait Céline, ce qui me paraît essentiel, c'est la production. C'est-à-dire que ça se sent quand justement l'élève est en posture entre guillemets, de journaliste, en tout cas qui saisit, qui sort de sa classe ou qui va faire un reportage ou qui fait le portrait de son pote, il se rend compte justement de la difficulté de résumer quelqu'un, la difficulté de choisir des mots, justement de cette distance, de la façon dont il faut mettre en scène l'information pour qu'elle soit intéressante à lire. Et ça, pour retomber sur mes pieds par rapport à ce que je disais au début, à mon avis, il faut du temps, donc il faut que ce soit une culture de projet. Et la difficulté, c'est que actuellement, il y a peu d'enseignants qui disposent de cette opportunité-là parce que c'est chronophage et que c'est compliqué à organiser, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais c'est aussi parce que je pense que l'éducation nationale n'a pas encore fait assez d'efforts dans ce domaine-là. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que moi j'ai à travers pas beaucoup d'années d'expérience et d'évolution de ces pratiques-là. Céline, Éric, est-ce qu'il y a un fossé qui existe entre ce que Gilles souhaiterait, c'est-à-dire pouvoir ritualiser la lecture notamment de l'actualité très tôt à l'école, et puis ce que vient d'évoquer Thierry, c'est-à-dire qu'en fait, c'est en fonction des bonnes volontés chez les enseignants, et quand je dis bonne volonté, ça veut dire que les autres ne sont pas à incriminer, mais de dire en fonction de leur disponibilité, du soutien au sein de l'établissement, du chef d'établissement, des outils qui sont à ses dispositions. Est-ce qu'on fait un grand écart là ou est-ce qu'en fait, ça a tendance à se rétrécir? Je sais peut-être juste, alors il y a deux choses, c'est marrant le terme mise en scène, enfin moi je l'utiliserai jamais. La mise en scène de l'information, je trouve qu'il y a quelque chose de faux et pour moi, j'oserais jamais, en fait, en tant qu'enseignant, j'emploierais jamais le terme de mise en scène de l'information. C'est-à-dire, voilà, je vais employer l'angle, je vais employer le point de vue, etc. Mais le terme mise en scène, alors là, par contre, en tant qu'enseignante, moi, de la part d'un journaliste, Vous savez qu'à la me télévision, perturbe, on va le dire comme ça. c'est que de la mise en scène, hein, comme vous faites un journal Oui, d'information. non, mais, de la ah mise oui, en oui, non, oui, mais le terme mise en scène avec ce qu'il peut avoir derrière, bon, voilà, moi, c'est pas un terme que j'emploie, mais je le. Bon. Après, je pense qu'il y a. Après, je pense qu'il y a un décalage aussi, et j'ai l'impression de l'entendre en filigrane hein, dans le discours de Thierry. Je pense que il y a quand même un gros décalage entre, comment on va le dire? Entre les préconisations, entre ce qui se passe là-haut, ce qui se passe à Paris et ce qui se fait dans les écoles. Voilà, je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur le terrain, et par contre qui ne sont pas forcément, relayées ou, pas forcément, montrées voilà, par les hautes sphères, on va le dire comme ça. Et on le voit bien, hein, je vais revenir quand même sur le cas des professeurs mentalistes. Alors, je ne fais pas de corporatisme, mais quand même, voilà, je les ai fréquentés pendant très longtemps, je continue à les fréquenter et je vois ce qui est fait, et aussi je vois la manière dont l'institution les chahute fortement. Donc, voilà, je pense qu'il y a aussi il y a un fossé entre le terrain et Paris, on va le dire comme ça. Je vais demander la réaction au sujet de Éric pour vous dire que Eric, peut-être. en termes de commentaires de la part des internautes, ce qu'on a pour l'instant, et c'est plutôt encourageant, c'est débat passionnant.
pourquoi poser telle question alors que vous voulez poser déjà entre vous? Donc, pour l'instant, on est plutôt sur la bonne voie, apparemment. J'aime bien qu'on s'auto-congratule comme ça fait du bien. Eric, je vous ai vu réagir. J'espère qu'il y a des professeurs documentalistes. Apparemment, oui, apparemment, oui. Eric, je vous ai vu réagir pendant une petite moue quand Céline parlait des hautes sphères. Il y a un décalage entre là-haut et en bas. Enfin, je suis d'accord sur le propos de Céline, mais avec des pincettes quand même, parce que si on regarde la manière dont la manière dont on institue différentes éducations A, il y a du terrain, il y a du militantisme. Et là, je dois dire que les professeurs documentalistes ont été depuis. Moi, j'étais collègue de Françoise Chapon, qui a été une des patronnes des professeurs documentalistes en France. Il faut du militantisme, et je pense que ce que fait Gilles, ça fait partie du militantisme, c'est-à-dire qu'on a une croyance dans ce qu'on fait, dans le métier qu'on fait, et on essaye de le faire le mieux possible. Ensuite, c'est vrai qu'il y a tout un jeu institutionnel très complexe entre le niveau local, le niveau national, le niveau international, et quelquefois le jeu se fait à système inversé. Par exemple, l'UNESCO a produit des directives, des éléments qui ont obligé les États à modifier leur programme d'éducation. Donc, voilà. Et puis, il faut le reconnaître, il y a des résistances du côté des corps d'enseignants. Moi, je fais partie des gens qui ont été dans les commissions après Charlie Hebdo. Quand on a proposé effectivement que dans le cadre des EPI, alors c'était enseignement en pratique interdisciplinaire, je ne sais plus ce que c'était le terme, mais c'était en gros laisser 2 heures, 1 heure par semaine, 2 heures tous les 15 jours sur des trucs transversaux, c'est-à-dire sur des éducations, citoyenneté, santé, des choses comme ça. On a vu certains, je ne critique pas les collègues, hein, mais on a vu certaines réticences, et on nous a ressorti encore une fois, oui, mais le programme, et donc je pense que les résistances, elles existent à de multiples strates, et que c'est compliqué. Voilà. Alors moi, ce que je voudrais dire là, c'est que pour répondre à Céline aussi, et puis peut-être à Thierry, c'est que là, moi j'enseigne, comme j'enseigne et je forme des professeurs documentalistes, métier extraordinaire. Eh bien, on est en train de changer, parce que notre ministre bien-aimé, voilà, je l'ai fait, notre ministre bien-aimé a changé le statut de notre institution et nous a demandé de faire de nouvelles maquettes. Eh bien, dans les nouvelles maquettes, nous, on a intégré, par exemple, des choses sur le design de l'information, sur le fait qu'il faut savoir maintenant monter de manière multimodale, c'est-à-dire alors nous, on travaille sur la translittératie, sur des choses comme ça. J'ai laissé tomber le côté universitaire et de recherche au niveau international, mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il faut enseigner à nos élèves, et grâce aux professeurs documentalistes notamment, mais pas les seuls, mais grâce, le fait qu'il faut être capable de mélanger du son, de l'image, de l'écrit, il faut être capable de repérer les sources, il faut être capable de faire des infographies ou de faire des montages, et ça, ce sont des nouvelles compétences qui deviennent des compétences sociales essentielles. Et là, je pense qu'il y a un enjeu qui inclut la compréhension des médias et de la presse notamment, mais qui dépasse cet enjeu qui n'est pas simple, de savoir traiter l'actualité, de savoir la vérifier, savoir la mettre en forme. Moi, je suis d'accord avec Thierry, il y a de la mise en forme, et ça s'apprend, la mise en forme, hein, c'est le design, voilà, il y a le style, il y a des styles, il y a des choses comme ça, et ça c'est quelque chose que les systèmes éducatifs commencent à y travailler dessus, hein. En Suisse, là, on a des nouvelles directives. Au Québec, ils viennent de faire un rapport où justement, ils commencent à penser multimodal, c'est-à-dire comment on peut mélanger du son, de l'image, du texte, des choses comme ça, et que des élèves soient capables de comprendre les produits culturels qu'on leur propose, et soient capables d'agir sur eux et d'en produire, et de les commenter. Parce que j'ai oublié de le dire, ça c'est aussi un phénomène très important, c'est qu'on n'est plus dans un système, entre guillemets, descendant ou unidirectionnel, pour reprendre l'image des strates d'en haut de Céline, mais on est dans un monde où tout le monde est producteur d'informations. Et ce qui veut dire que, et là j'insiste, et je vais reprendre mes amis, mais je suis désolé, mais il y a besoin d'une capacité d'évaluer l'information de la part des élèves, comme le disait Alexandre Serre, et que dans la mesure où aujourd'hui les médias ne verrouillent plus, ce qui était bien, hein, moi je trouve professionnellement, c'est-à-dire qu'ils pouvaient contrôler l'information parce qu'ils vérifiaient les sources, ils faisaient ceci, ils faisaient cela. Et donc aujourd'hui, avec
notamment les réseaux sociaux, mais pas que les réseaux sociaux, eh ben, c'est au consommateur, à l'usager, au citoyen de filtrer l'information. Et ça, c'est Umberto Eco, hein, qui disait l'enjeu du XXIe siècle, l'éducation, ça va apprendre à filtrer l'information. Et donc, c'est essentiel que l'on dote de capacités, de compétences et de savoir nos élèves sur cet univers multimodal où, une, on reçoit de l'information, deux, on la commande, trois, on en produit. Céline, je vous ai vu, je vais vous donner la parole dans un instant, mais je voulais une réaction de Thierry, parce que là, vous l'avez attaqué délibérément sur la mise en scène, alors que peut-être parlait-il de la mise en forme. On va savoir si c'est un lapsus de langage ou pas du tout, Thierry, mise en scène ou mise en forme. Et puis une deuxième question cachée, ou à peine cachée, Thierry. Derrière vous, on voit Charlie Hebdo, et je crois que vous m'aviez dit aussi de manière provocatrice, vous m'avez dit, il y a peut-être eu un avant et un après Charlie Hebdo, c'est-à-dire que suite à tout ce qui s'est passé autour de Charlie Hebdo, c'est monté énormément. Et puis après, le soufflet, m'avez-vous dit, peut-être largement retombé. Donc sur le premier point, non, mais j'assume complètement le mot de la formule de mise en scène, il n'y a pas de problème. Effectivement, il est question notamment d'angle, mais ce qu'il faut bien comprendre, et ce que je dis souvent, c'est que le journaliste, il est pas à aller chercher une vérité qu'il attend au coin de la rue. C'est que les réalités sont complexes, donc il faut tourner autour de faits, il faut essayer de regarder chaque reflet de ces faits, et après, quand on essaie justement d'essayer de résumer tous ces reflets, on les met en forme, on essaie de les transmettre, et après, il y a différentes façons, et justement avec le titre, avec les mots, avec les images, avec les vidéos, de diffuser. Et il n'y a pas une vérité de la transmission, il n'y a pas une vérité de l'information. Il y a une vérité des faits, mais il n'y a pas une vérité de l'information, puisque justement, il y a un médiateur qui passe entre deux. Donc ça je pense que c'est intéressant d'expliquer. Sur le deuxième aspect, je pense qu'il y a effectivement eu un déclic, en tout cas du côté de la presse, à la fois des patrons et des journalistes après 2015, sur l'urgence notamment de parler du droit au blasphème, de ce qu'est un esprit critique, quelles sont les limites aux commentaires, des choses comme ça, de bien essayer de comprendre les différents niveaux d'écriture journalistique notamment et de traitement de l'information. Et je pense qu'il y a aussi tout à fait actuellement, il y a un choc de la post-vérité. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que la parole journalistique est tout le temps contestée. Et la pandémie en est un exemple assez criant. C'est qu'il y a une défiance envers la parole journalistique et même la parole scientifique qui enfin, qui en tant que journaliste, nous fait très peur parce qu'on se demande justement qui croire, et on ne comprend pas que des gens qui ont le cœur, en fait, que nous on estime intelligents, contestent notre parole et contestent des choses que nous on juge tout à fait probantes parce que croisées, parce qu'avec notre savoir-faire, nous on les a croisées, et souvent on n'est même plus cru, alors que c'est notre métier justement d'essayer d'être cru, de travailler justement sur les sources pour être cru. Donc ça nous fait, je pense que ça fait peur à beaucoup de journalistes, parce que c'est notre essence en fait, c'est notre savoir-faire, il est là. Défiance du milieu médiatique et notamment des journalistes qui atteint des summums au moment de certaines manifestations, et il faut les citer notamment pendant les Gilets jaunes, où là, non seulement on a discrédité le métier du journaliste qui faisait son travail, mais qu'en plus, on a eu les séquelles par rapport à certaines manifestations un peu physiques. Ça, c'était une parenthèse qui sort un peu de notre contexte. Céline, c'est à vous. Oui, non, c'était plus pour rebondir par ce que disait Eric tout à l'heure, hein, sur la multimodalité de l'information, et puis aussi sur l'évolution du journalisme. Et moi, j'ai toujours travaillé avec des journalistes de terrain, notamment du groupe Publi Hebdo, enfin voilà, qui fait un énorme travail sur l'information locale, et qui est très présent dans les établissements scolaires. Et vraiment, enfin, voilà, c'est toujours un grand bonheur de travailler avec les journalistes du groupe. Mais c'est vrai que ce qui est compliqué aussi pour nous en tant qu'enseignants derrière, c'est d'arriver à
à suivre aussi cette évolution de l'information et notamment, on travaillait il n'y a pas très longtemps sur une formation avec une journaliste justement qui est pas mal sur les fake news, sur la désinformation et on parlait avec les enseignants qui étaient présents tout simplement de deux mots, journaliste et éditorialiste. Et ça, aujourd'hui, ça pose un vrai problème, notamment, je pense que là, voilà, les chaînes d'infos en continu, elles jouent un jeu extrêmement dangereux et je pense que pour vous, peut-être journaliste de terrain, ça pose question et j'aimerais bien, voilà, avoir votre regard dessus parce que c'est vrai que l'info en continu, elle est extrêmement suivie. Le débit et le flux de l'information impact aussi sur l'information, le fait de recouper les sources, etc. Et on le voit bien, enfin, et avec les élèves, enfin, moi, c'était un des aspects que je travaillais avec les. Qu'est-ce qu'un éditorialiste? Quelqu'un qui donne son opinion. Qu'est-ce qu'un journaliste? Quelqu'un qui transmet une information. Le problème aujourd'hui, on le voit bien, c'est qu'on a de plus en plus d'anciens journalistes qui sont qu'on invite aujourd'hui comme pour des éditorialistes. Et en fait, il y a une espèce de flou et une confusion qui n'est pas simple. Et tout à l'heure, on parlait des jeunes, mais enfin, je pense que voilà, la question sur les adultes, elle se pose aussi. Enfin, on le voit bien sur des fois les commentaires qui sont faits pas par des jeunes, hein, par des adultes. Le rapport à l'information aussi des adultes. Je pense que l'éducation média, voilà, elle pourrait être largement élargie au-dessus de 18 ans. Mais en tout cas, cette question, voilà, je trouve qu'elle est pas simple aussi parce que parfois l'univers médiatique embrouille un petit peu les choses. Je Je vais, joue aussi à la provocation. oui. Je vais laisser réagir Thierry. J'aurais tendance à dire que, attention aussi, quand on parle de journalisme, c'est une famille. Et dedans, il y a des tas de métiers, dont éditorialiste. Et qu'on ne peut pas comparer un journaliste à un éditorialiste, c'est un journaliste. D'autre part, quand on parle des chaînes Tout Info, il y a aussi un ressenti qui est exacerbé par, j'allais dire, Vox Populi. C'est-à-dire que quand on pense au Tout Info, aux chaînes Tout Info, on pense à BFM TV. On pense rarement à France 24, on pense rarement à la radio France Info, alors que ces concepts-là, ils ont une ligne éditoriale et ils ont été construits avec à la fois un système qui était pour non pas saucissonner l'information, mais c'était une autre lecture pour des gens qui pouvaient prendre l'information à ce moment-là. Juste pour petite parenthèse, au moment où France Info… Mais je suis bien d'accord. Hein. D'accord. Mais juste pour vous dire qu'au moment où France Info va exister, c'est la plus grosse grève que va subir le service public. Hein, parce qu'il n'y a aucun journaliste de France Inter qui vole de France Info. Il trouve ça complètement démagogique. Thierry, est-ce que tu veux réagir? Ah non, mais je sais bien. Voilà. Mais non, la réalité pour nos élèves, en tout cas, c'est celle-là aussi. La réalité pour nos élèves, en tout cas, c'est celle-là. Non, tu as très bien répondu sur la différence, enfin sur la nuance, c'est que éditorialiste, normalement, c'est pas un statut, en fait, c'est un acte. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'étais en posture de rédacteur en chef adjoint à Paris-Normandie, j'ai à la fois animateur d'une équipe, hein, donc j'étais animateur d'une équipe, j'étais aussi rédacteur quand j'écrivais des articles chez un reportage, et j'écrivais donc un billet qui paraissait tous les dimanches, et là j'étais en posture d'éditorialiste parce que là c'était que du commentaire et c'était vraiment ma proposition à moi. C'est vrai que BFM a un peu institué des gens qui font plus que du commentaire. C'est vrai que ça pose des problèmes, mais surtout ça pose des problèmes pour revenir à la mise en scène, de mise en scène, parce qu'en fait, on ne comprend pas en fait qu'ils parlent d'un autre endroit que les journalistes qui sont à côté d'eux. Et donc, il y a une confusion qui se crée. Et moi, pour avoir effectivement ouvert des manifestations de Gilets jaunes, c'est vrai qu'on nous renvoyait tout le temps en écho cette caricature. Et pour eux, un journaliste, c'était forcément un journaliste d'opinion, engagé ou qui défendait un point de vue. On a beaucoup de mal à faire entendre notre impartialité, en tout cas notre indépendance. Et c'est vrai que c'est un vrai problème et qu'il faut vraiment décortiquer tout ça, mais on rame parce qu'ils ne nous croient pas, quoi. Ils nous croient pas. On va faire dans un instant un dernier petit tour de table pour la phase conclusive, mais il y a une question récurrente qui revient. Vous allez dire que peut-être que les yeux vont vous sortir de la tête quand je vais vous la poser, monsieur, dame. Mais c'est, grosso modo, et ce sont plutôt des enseignants du primaire qui disent
mais où peut-on trouver des journalistes qui veuillent s'impliquer? Grosso modo, comment peut-on faire? Et donc, les questions, c'est est-ce que c'est vers Clémy? Est-ce que c'est vers le rectorat? Est-ce que c'est vers l'éducation nationale? Est-ce que c'est vers le club de la presse, par exemple? Ce sont les plusieurs propositions qu'on a eues. Donc, je vous laisse la réponse. Gilles? Alors, moi, je pense que, bah, alors justement, dans le premier degré, il y a un problème de financement pour faire Voilà, venir c'est sur la des table. professionnels. Voilà, donc voilà, on n'a pas de budget consacré à l'éducation aux médias. Donc, je reviens sur mon idée première, comme quoi les médias locaux ont tout intérêt à s'impliquer dans l'éducation aux médias, à de temps en temps venir se déplacer sur les écoles et présenter leur métier, soit aux élèves, soit aux équipes d'enseignants aussi, parce que tous les enseignants ne lisent pas la presse locale ou ne s'informent pas localement. Donc, ils ont tout intérêt pour défendre leur métier et puis pour créer des habitudes de lecture, à se déplacer et puis à venir d'eux-mêmes. Donc, par rapport à des enseignants du premier degré qui voudraient faire venir des journalistes, moi, je leur conseille de faire appel au club de la presse, déjà avec le site Informez-vous, et puis voir aussi les médias locaux à proximité. Moi, je suis vraiment pour la proximité. Voilà, on peut avoir des échanges. Maintenant, avec la visioconférence, bah, c'est très simple, hein. Le journaliste n'a pas obligatoirement besoin de se déplacer. Je voudrais revenir juste un petit peu sur l'idée du tous journalistes, qui, moi, me gêne un peu. C'est pas le message qu'on essaye de passer à nos élèves. C'est vrai qu'avec les moyens techniques actuels, on peut prendre des photos, on peut faire de la web radio, on peut faire de la web TV, et cetera, assez facilement. Avec un smartphone, on peut filmer, on peut enregistrer. Ça reste des outils. Pour moi, le journaliste, c'est celui qui a vraiment une information à faire passer, un angle. Voilà, c'est un vrai métier. Et justement, on est un peu dans notre société, dans l'illusion. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à qui ça sert non plus exactement, mais comme quoi tout le monde peut faire passer de l'information, tout le monde a quelque chose à dire d'important. C'est pas le cas. Quand on lit des fois les commentaires sur les réseaux sociaux, ben, on voit que c'est pas toujours intéressant, que ça vaut pas la peine d'écrire ou d'être lu. Voilà, donc et puis par rapport à nos élèves aussi, alors je pense plutôt aux lycéens, les éveiller un peu aussi sur les enjeux médiatiques actuels dans notre société et sur tous ces grands groupes industriels qui, voilà, qui vont essayer de posséder des groupes de presse ou des groupes médias. Dans quelles intentions? Donc les amener à réfléchir sur tout ça, justement à varier leurs sources d'informations, à comparer. Je suis sûr que Thierry voit du petit lait. Céline? Oui, non, ne pas hésiter. Alors, je vais faire de promo, hein, c'est normal, mais ne pas hésiter aussi, voilà, à solliciter le Clémy. Juste, alors c'est pas, donc on travaille beaucoup, notamment avec Aurélie Wolf, euh, qui est, alors je ne sais plus exactement son statut dans le club de la presse. Elle est Délégué général. directrice, non, déléguée. Délégué général, c'est son titre, comme directrice, si vous voulez. Mais nous, on ne veut pas Déléguée, dire voilà. directrice, on a dit délégué général. Voilà, qui est délégué général. Donc, on travaille ensemble, hein, donc il y a aucun souci. Moi, je dirais que n'hésitez pas donc aussi voilà, à nous contacter. Le Clémy, donc je pourrais remettre le lien derrière et puis nos contacts, hein. Tout simplement parce que l'objectif aussi, c'est de rendre visible ce qui est fait dans les établissements scolaires. Alors ça, c'est vraiment, en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai vu suffisamment de beaux projets en fait qui restaient à l'interne. Et donc, par exemple, on a lancé, elle existait de manière plus ou moins officielle, mais on a lancé au moment de la semaine de la presse et des médias à l'école la radio du Clémy Normandie, pour pouvoir fédérer aussi et valoriser des productions scolaires faites dans des établissements. C'est-à-dire qu'on a fait des émissions à Vire, par exemple, avec des élèves de collège, mais avec des productions qui avaient été faites par des écoliers de Saint-Père-sur-Mer, dans le sud de la Manche, par des élèves d'une école de l'Orne, donc avec voilà, un ensemble de productions. Et ça, c'est vraiment une volonté très, 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 très forte de pouvoir bah, justement faire remonter et montrer qu'il se passe des choses dans les établissements scolaires, de rendre visible. Voilà, moi, c'est vraiment un
un souci, et enfin, mon objectif principal, c'est d'accompagner, mais aussi de pouvoir valoriser les productions qui sont faites dans les établissements scolaires. Donc Eric, voilà. vous allez D'ailleurs, pouvoir, Gilles, je pense qu'on aura l'occasion oui. d'échanger. Eric, vous allez pouvoir à la fois réagir et puis vous allez être le premier à aborder notre phase conclusive puisqu'on arrive au terme du temps qui nous était imparti, comme on dit sur les télés bien pensantes. Euh, et la conclusion, elle est bien sûr sur qu'est-ce qu'on peut faire encore, j'allais presque dire dans l'immédiat, pour optimiser la fabrication de l'information à l'école. Voilà. Vaste question, et c'est gentil de me laisser conclure, Et oui, le premier. non, Non, mais moi, ma position, elle est de dire que le monde médiatique a beaucoup changé, qu'on est dans une multitude de gens. Alors, je suis d'accord avec Gilles, hein, c'est pas des journalistes, mais ils s'expriment. Et moi, mon enjeu, c'est que ceux qui s'expriment, quels qu'ils soient, eh bien, ils aient les bases, les compétences, les savoirs et l'esprit critique, et donc la responsabilité de ce qu'ils produisent ou qu'ils commentent ou ce qu'ils reçoivent. Et puis, pour répondre à votre question, moi, je prêche et je continue à prêcher sur le fait que ce n'est pas un dialogue entre l'éducation nationale et les journalistes, l'éducation média et l'information, qu'il faut aller chercher du côté des parents d'élèves, il faut aller chercher du côté des mairies, il faut aller chercher du côté du ministère de la Culture, des bibliothèques, des mouvements d'éducation populaire. Il y a des ressources humaines, il y a des ressources, il y a des savoirs, il y a des pratiques, il y a des choses innovantes qu'on peut transférer, ce que disait Céline, et c'est du bricolage, je le reconnais fortement, c'est du bricolage, mais c'est, je suis désolé de le dire comme ça, il y a quand même, il faut se bouger, enfin, si on veut faire des choses, il faut se bouger, et effectivement, les collègues le font, hein, les collègues de différents niveaux d'éducation, ils se bougent. Donc, mais ne pas enfermer, encore une fois, le dialogue, pas s'enfermer dans un dialogue. Ça, c'est juste ça, c'est une ouverture, hein, voilà. Céline, votre mot de la fin à vous, qui n'est pas une fin, qui est qu'une étape. Oui, tout à fait. Non, non, je rejoins complètement Eric, hein, sur le fait, voilà, de travailler en partenariat. Enfin, je crois que voilà, la dimension de projet, elle est essentielle. Et puis peut-être aussi rappeler une chose, c'est que, alors vous l'aurez bien senti, hein, moi je suis très très attachée à la production médiatique. Mais je crois que, alors ça peut faire peur très souvent aux collègues. Maintenant, je dirais, on a des outils, enfin voilà, juste de la web radio avec ça, avec un micro casque par exemple un site type Vocaroo qui est un site, un enregistreur en ligne, et bien on peut faire de la web radio. Enfin, pendant le confinement, hein, voilà, un petit exemple, mais moi j'avais une formation web radio avec mes stagiaires de l'INSPE et d'heures de web radio, et puis bah, forcément à distance. Donc l'idée, c'était de se dire, bah, soit on annule et puis on reporte cette formation, ou alors bah, on essaye de prendre le taureau par les cornes, et puis on essaye de montrer que bah, de la web radio, on peut en faire même à distance. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, et les étudiants qui étaient, enfin les stagiaires qui étaient 10, et bien avec le matériel qu'ils avaient à disposition chez eux, donc micro-casque, enregistreur en ligne, et puis un logiciel facile d'accès, hein, enfin Audacity, voilà, qui est libre, qui permet de faire du montage, et ben on a fait une émission de 30 minutes. Voilà. Et je crois que les outils, en tout cas, voilà, aujourd'hui, permettent une facilité qu'on n'avait pas forcément avant. On a enfin, voilà, les téléphones font enregistreur. Enfin, il y a des petites applis, type l'appli France Info Junior, qui permet voilà, de faire des petites émissions de 7-8 minutes. Donc, voilà, lancez-vous. Et je pense que, alors tout à l'heure, on parlait de chronophage. Bah, je suis pas sûre. Et enfin voilà, quand on le prend en se disant: «Ça peut être une opportunité pour travailler aussi d'autres choses», je crois que le rapport, alors j'aime pas le terme de gain, de rapport qualité-temps, et cetera, mais je pense en tout cas qu'il y a des choses très intéressantes. Et juste pour finir, on le voit aussi sur les dynamiques de classe. Tout à l'heure, j'évoquais l'exemple de la classe après enfin, après l'assassinat
de Samuel Paty en termes de dynamique de classe, aussi de collaboration entre les élèves. On voit qu'il y a des choses qui se passent. Enfin, on aurait voilà. Si vous avez l'occasion de faire une autre table ronde, il n'y a pas de souci. Plein de choses à dire aussi sur, sur les compétences psychosociales et la dynamique de collaboration, etc. Enfin, ce que ça provoque chez les élèves, c'est voilà. Ce qu'il y a de bien avec Céline Thierry, c'est qu'elle arrive à caser quasiment tout ce qu'elle avait envie de dire, même dans la dernière ligne droite. Hein, pour effectivement. C'est ça. Gilles, avant d'écouter Thierry en conclusion, Gilles. Moi, je voudrais insister sur le fait que l'éducation aux médias et à l'information, c'est une ouverture de l'esprit. Voilà, alors autant la commencer le plus jeune possible. C'est apprendre à vivre ensemble, à vivre dans une société tolérante, respectueuse, qui se construit. Donc c'est une vraie mission. Alors effectivement, on voit qu'il n'y a pas que l'école, qu'il y a les médias, il y a les associations, différents partenaires qui se posent les bonnes questions et qui sont là pour accompagner les enfants dans cette découverte. Voilà. Donc moi, je suis plutôt enthousiaste. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Et puis, ça se construit petit à petit. Ça mettra du temps. Mais il y a énormément de choses qui se font dans les établissements. Merci. Thierry, pour terminer, donc la même question, comment on peut optimiser tout ça, la fabrication de l'information via l'école, avec l'école, par l'école? Je vais juste dire un petit mot pour répondre à la question là concernant les ressources pour les professeurs qui souhaitent donc travailler notamment en premier degré. Donc je rappelle que le Club de la Presse et la communication fédère notamment des journalistes qui sont dans le cadre d'un engagement qui est bénévole et que parfois pour des interventions qui sont par exemple des présentations de notre métier d'une heure par exemple, on peut tout à fait intervenir dans des classes d'une façon gratuite. Donc, c'est possible. Après, effectivement, quand c'est un travail qui est plus long, notamment qui aboutit à une production, si on veut être un peu sérieux, dans ces cas-là, effectivement, on est plutôt sur des projets avec des financements qui sont ou de l'établissement ou alors de structures, enfin, ou de la DRAC ou alors de l'éducation nationale. Et donc, justement, dans le site Informez-vous, il y a un centre de ressources où on peut donc visualiser l'ensemble des journalistes qui souhaitent, qui sont qualifiés et qui sont intéressés pour travailler sur dans ce registre-là. Et sinon, en guise de conclusion, je pense que moi, qu'il y a urgence, c'est qu'on est vraiment passé d'une société de l'information à une société du commentaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'informent en commentant et en lisant des commentaires. Et que c'est très dangereux pour nous journalistes. Et donc, il faut vraiment travailler dès le plus jeune âge pour reconstruire cette valeur de la fonction du journaliste. Et parce que être journaliste, ce n'est pas simplement être salarié d'une entreprise de presse, c'est aussi avoir une fonction, à mon avis, dans la société. C'est pas un métier comme un autre, c'est un contre-pouvoir qui est très important. Et pour rappeler ce mot et ce livre d'Edouard Plenel, il n'y a pas simplement le droit de vote, il y a aussi le droit de savoir, et c'est les journalistes aussi qui défendent ce droit de savoir. Il est important de le défendre collectivement aussi à l'école. Merci Thierry. On remarquera au passage que tout en étant journaliste et ex-président du Club de la Presse et de la Communication de Normandie, Thierry est aussi un très bon commercial pour vendre la plateforme du club. Je n'en attendais pas moins de sa part. Merci à toutes et tous. Toute cette semaine, des podcasts, puisque le club va diffuser chaque jour sur notre site des podcasts ayant pour thème regard croisé sur le métier de journaliste à l'étranger et puis aussi sur les impacts de la Covid-19 et des mesures sanitaires sur le métier de journaliste en France. Et parmi les intervenants, ils sont nombreux, hein, mais que vous pourrez retrouver, il y a Rana Bellal, Anthony Quintroy, Kamel Redouani, qui sont tous journalistes et adhérents du club, mais également d'autres journalistes normands ou internationaux. Un petit clin d'œil également dans une semaine, c'est important d'attirer votre attention puisqu'on aura une autre table ronde sur un état des lieux des libertés de la presse en France. Et cette seconde rencontre est prévue le 11 mai prochain à 18h30 sur le même réseau, ne bougez pas, toujours en live sur notre page Facebook, afin de faire, donc vous l'avez compris, un état des lieux de la liberté de la presse en France suite aux dernières actualités de la pandémie, de la loi de sécurité globale et j'en passe et d'autres. Et ce débat sera animé par notre vénérée présidente,
Dorothée Brimont, qui est également journaliste bien évidemment, et qui accueillera entre autres 3 autres journalistes, Pedro da Fonseca de l'agence audiovisuelle Première Ligne, Simon Gouin de Grand Format et Raphaël Tual, notre confrère de 76 Actu et représentant Normandie du SNJ. Je voudrais remercier vous toutes, enfin vous, Céline, et vous, messieurs, d'avoir participé en tant qu'experts dans vos domaines à ce rendez-vous. Je voudrais remercier Juliette et Maëlys, qui travaillent énormément à la construction et notamment tout ce qui touche aux médias, à Sophie et Aurélie. Et un petit clin d'œil, tout ce que nous venons de dire ne sera pas retenu contre nous, mais sera en replay. Et donc, nous aurons la joie de voir Merci pour ton animation. Le nombre de likes et de likes et de likes et de likes. Merci, monsieur l'ex-président. Merci à vous toutes et tous. Je vous souhaite une belle soirée et que ceci nous réunisse pour avoir des projets sur la fabrication de l'info, notamment à l'école. À bientôt. Merci, bonne soirée. Merci, bonne animation. Merci à tous. Merci, à bientôt.